deuxième fois qu'on se parle. Merci, Mad. Bonjour, je suis Sarah Folador. Merci à Esther Eden d'être avec moi aujourd'hui. On va parler de levée de fonds. Il est rare de parler d'argent, hein, de levée de fonds, tout simplement en direct, notamment en France, parce que l'argent est toujours un sujet touchy, notamment quand il s'agit aussi des femmes qui n'osent pas éventuellement se mettre en avant ou dire clairement qu'elles cherchent à lever des fonds auprès d'investisseurs. Et j'ai demandé à Esther Eden aujourd'hui d'échanger avec moi pour qu'elle partage sa pratique, ses bonnes pratiques et qu'elle vous délivre les secrets de la préparation d'une levée de fonds. Sa société a été créée en 2021 à Lyon. J'ai rencontré Esther Eden au CES de Las Vegas en 2025 et lors de nos échanges il y a 2 semaines maintenant, on a parlé du fait qu'elle avait pu rencontrer aussi des investisseurs nord-américains au CES qui étaient venus spontanément sur son stand et avec lesquels elle avait déjà démarré des échanges. Donc le but du jeu aujourd'hui, c'est de vous délivrer donc des conseils pratiques, parler de la levée de fonds donc de Esther Eden dans le cadre de sa recherche d'investisseurs, évidemment pour XM Bobble. Et voilà, et bien on est parti. Esther Eden, merci encore d'être avec moi et merci pour ta patience malgré les soucis techniques. Pas de problème, avec plaisir, Sarah. Alors, Esther Eden, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que XM Bobble et pourquoi tu l'as lancé et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Alors, XM Bubble, c'est une startup deep tech qui produit des cartes d'identité biométriques pour les objets de valeur, de manière à les authentifier, à les tracer et aussi à assainir les transactions lors de la revente de ces objets de valeur. Et par objet de valeur, j'entends objets de luxe, que ce soit de la joaillerie, de l'horlogerie, de la maroquinerie, mais aussi des œuvres d'art Mhm. et pourquoi pas des objets de collection. Donc c'est assez vaste. Mhm. Du coup, est-ce que dans le cadre du cambriolage du Louvre, est-ce que ta solution aurait été utile au musée? Alors, on l'aurait souhaité, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire sur le plateau de BFM d'ailleurs, puisque tu en parles, qui a eu la grande courtoisie de m'inviter pour parler de la solution. C'eût été une bonne idée, comme on dit, puisque aujourd'hui, et j'entendais ça hier sur les ondes, il y a une forte probabilité, vu qu'on n'a pas retrouvé les bijoux, que ces bijoux soient démantelés, malheureusement, donc démontés et que les Oui. pierres s'écoulent sur des marchés parallèles sans qu'on puisse les identifier puisqu'elles ne sont pas marquées via le laser, ce qui se fait aujourd'hui sur les diamants plus récents. Donc ta solution aurait permis de tracer aussi les bijoux, même une fois démantelés, c'est ça? Très probablement. Mm. D'accord. Bon, bah, très bien. Et aujourd'hui, tu en es où en termes d'opportunités pour XM Bobble? Est-ce que tu as des clients déjà prêts à signer ou est-ce que tu as déjà signé des deals qui permettent de démontrer la traction justement de XM Bobble? Alors cet été, nous avons signé un premier partenariat avec une jeune marque horlogère orientée luxe qui s'appelle Arilus, Mhm. qui est basée à Annecy. Et là, la semaine dernière, nous étions sur le salon Deep Tech Connect à Paris, où nous avons eu un échange très intéressant avec un gros industriel et qui est pas du tout dans le scope de ce que je disais plus tôt, qui est pas du tout dans le luxe, qui est dans un autre domaine, mais qui a une grosse problématique de vol de ce qu'il vend. Mhm. Donc, on est en train d'échanger avec cet industriel pour justement authentifier et tracer les produits qu'il fabrique. Et sinon, en termes de levée de fonds, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, eh bien, on a eu beaucoup d'échanges avec des investisseurs. Et ce soir, nous avons justement un rendez-vous avec un investisseur du Royaume-Uni. Génial. Comment tu t'es préparé justement pour cette levée de fonds, hein? Et qu'est-ce qui t'a décidé justement à aller chercher des fonds aussi? Alors, je pense que dans le parcours des startups deep tech en France, on a la chance quand même d'avoir pas mal de soutien avec notamment la BPI. Moi, j'ai eu plusieurs formations deep tech à fond, d'ailleurs tout au début quasiment. Donc, je crois que c'était 2022-2023, c'était à cheval sur les 2 années,
où déjà on a une première mise au point sur ce que c'est la levée de fonds, quand est-ce qu'il faut la faire, ça sert à quoi, est-ce que c'est obligatoire? Donc il y a des sociétés pour lesquelles c'est pas nécessaire, Mhm. mais bon, plutôt dans la deep tech, on va dire que ça va être quelque chose de relativement incontournable. Et puis sinon, l'accompagnement avec la SAT, donc la société de transfert de technologie avec laquelle nous sommes associés, qui s'appelle Pulsalis, qui est basée ici à Lyon et Mhm. qui a aussi fait un accompagnement par rapport justement à comment mettre en place cette levée de fonds. Ça fait combien de temps que tu prépares ta levée de fonds? Longtemps, 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 parce qu'en fait, la levée de fonds, c'est quelque chose qui se réfléchit bien en amont. Mhm. On est obligé déjà de travailler son business plan financier. Donc ça aussi, il faut se faire aider, il faut pas Mhm. hésiter. Parce que tu disais tout à l'heure qu'on n'aime pas trop les chiffres en France, c'est une réalité, hein, les gens sont toujours très évasifs, ne serait-ce que sur les salaires. Moi, comme j'ai vécu aux États-Unis et toi aussi sur le continent américain, on connaît pas trop ce genre de difficultés là-bas. Mhm. Et c'est quelque chose qui pose souvent problème, pas uniquement parce qu'on n'aime pas parler d'argent, mais surtout parce que c'est difficile de se projeter au niveau des tarifs de ce qu'on va, enfin, ce qu'on va proposer, tout simplement parce que les trois quarts des gens qui ont des deep tech, ce sont pas des gens qui sont familiarisés avec le monde commercial du tout, ni avec toute une gamme de prix, comment ça se met en place. Ok. Et dans quelle mesure, enfin déjà, tu as passé combien de temps, par exemple, pour préparer ta levée de fonds, à peu près? Mhm. Alors, je crois qu'on peut presque parler d'années, hein, parce que Mhm. ça s'est fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'à Mhm. chaque fois, c'est un projet que j'avais depuis 2024, début Mhm. 2024. D'accord. J'en parlais et puis il y avait d'autres choses qui étaient plus urgentes. Mhm. On avait les fonds nécessaires, mais il y a un moment où on voit que en termes de trésorerie, il va falloir bouger. Mhm. Parce que c'est quelque chose qui se réfléchit, comme je te le disais, en amont. Il faut pas le faire quand on n'a plus d'argent, en fait. Mhm. Et alors, je suis peut-être pas le meilleur exemple parce que nous, on n'a pas une trésorerie débordante, hein. Ça arrive Mhm. à beaucoup de startups parce qu'on a tendance à avoir un peu une attitude de pompier, c'est-à-dire qu'on éteint les feux là où ils se manifestent. Et par feu, bien sûr, j'entends pas des feux réels, mais tout simplement l'urgence Mhm. au niveau du développement et puis d'autres choses. Nous, on a eu la chance d'obtenir le concours iLab l'année dernière, ce qui fait qu'on a Mhm. eu quand même une enveloppe relativement confortable pour pouvoir avancer sur la R&D. Mais aujourd'hui, enfin dès le début de cette année, après le CES, j'ai commencé à mettre en place les vrais jalons solides Mhm. pour avancer sur la levée, à rencontrer des investisseurs, à échanger avec ceux que j'avais rencontrés au CES. Et puis ben, Mhm. maintenant, je fais mon roadshow. Donc, du coup, aussi, les échanges que tu as eus dans le cadre du CS, j'imagine que ça a boosté aussi, ça t'a forcé aussi à peut-être à aller plus vite dans le lancement de cette campagne. Oui, je me souviendrai toujours de cet investisseur de Floride, très Mhm. sympathique, avec qui je suis toujours en lien, qui, Mhm. après avoir vu notre démo sur le stand, me regarde et il me dit, «T'as besoin d'un chèque de combien?» Alors ça, c'est pas une Waouh! phrase qu'on entend en France tellement souvent. Donc Mhm. nous, c'était un peu early pour lui Mhm. dire. Alors, je lui ai quand même Non, non, dit, j'ai pas besoin d'argent. C'est bon, je vais commencer non, à je lui ai fond. pas dit ça. Je lui ai dit, moi, entre 500 000 et 1 million, ça me convient. Et puis, on a ri D'accord. tous les deux parce que Mhm. c'est quand même des mois et des mois d'analyse, en fait. Mhm. C'est un peu dit sous forme de boutade, même si ça souligne un intérêt vif pour ce qu'on fait. Mais en fait, Mhm. ce sont des mois de préparation parce que c'est des échanges entre nous et les investisseurs. Que ce soit des Mhm. fonds d'investissement, nous, on vise plutôt des fonds d'investissement early stage, donc Mhm. précis ou seed, ou alors des business angels. Parce que D'accord. le montant qu'on va chercher n'est pas un énorme montant. On cherche 500 000 euros, à savoir qu'on recherche seulement 300 000 euros en equity, donc en action, Mhm. et le Mhm. reste avec de la dette bancaire, voilà, toute une, D'accord. une Donc, du structure non dilutif, c'est ça. Mhm. Ok. exactement du non dilutif. Ouais. Très bien. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs. Du coup, ça permet aussi de sécuriser leur investissement hein, Tout à avec fait, cette parce que de approche. commencer avec du dilutif tout de suite en amorçage, c'est Mhm.
pas tellement un bon calcul parce qu'on Mhm. se dilue justement beaucoup et qu'après, au tour suivant en Série A, et bien là, en fait, nos parts se réduisent comme une peau de chagrin. Donc, c'est Mhm. pas, faut pas être trop gourmand tout de suite. Et vous êtes combien maintenant dans l'équipe? 4, 5? Alors, on est quatre et on Mhm. a aussi l'équipe du labo où ils sont trois. Donc, au global, c'est une équipe de 7 personnes entre le côté scientifique et puis technique, marketing et business. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent? Déjà, faut qu'on l'ait, donc on est en bonne voie. Mais justement, l'essentiel va aller sur le développement commercial. On est vraiment sur Mhm. cette accélération commerciale. Une grosse partie aussi, donc, va aller sur le maintien, je dirais, des ressources humaines, parce que chez nous, c'est quand même un élément clé, qu'il s'agisse donc d'Imad qui est présent avec nous aujourd'hui, qui est notre ingénieur chef de projet. Ou alors du côté des chercheurs, puisque nous allons embaucher un chercheur aussi au sein d'ExxonMobil. Et puis, surtout, eh bien, ça va être le directeur commercial et marketing qui est déjà Mhm. présent, hein, dans la personne de Jean-Baptiste Trinde, mais qui voilà, va être beaucoup plus présent chez nous. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut sponsoriser derrière pour que Mhm. les ventes, ben, justement, accélèrent. Tout à l'heure, tu parlais d'investisseurs étrangers. Oui. Enfin, plutôt, tu parlais d'investisseurs étrangers. Est-ce que tu sens des limites, des contraintes juridiques ou une différence aussi dans les interactions ou les demandes qui peuvent être faites, hein, notamment faites par rapport à la due diligence, par exemple? Alors, de ce que j'en sais, en tout cas, l'échange qu'on a eu avec le monsieur anglais qu'on a vu la semaine dernière, ce sont des gens extrêmement rigoureux, les Américains aussi. La due diligence, c'est pas un exercice vain pour eux, c'est vraiment des gens qui vont dans le détail, qui entendent bien participer au développement de l'entreprise, qui placent pas là leur argent par hasard. Il y a quand même une réflexion. Alors ça engage que moi, hein, encore une fois, mais j'ai l'impression que, en tout cas, les investisseurs anglo-saxons sont beaucoup plus proactifs. Ils cherchent peut-être ce qu'on dirait nous en France la petite bête, Mhm. mais c'est vraiment pour améliorer toutes les chances de l'entreprise de scaler, tout Mhm. simplement, et d'aller plus vite dans son go-to-market. Et puis, faut pas oublier que les investisseurs investissent pour faire un exit. Mhm. À un moment, il va falloir sortir, il faut que l'entreprise elle soit bénéficiaire et minimum en x3, mais encore x3, c'est le petit palier, c'est plutôt du x5, voire Mhm. x10 pour les investisseurs. Donc il faut qu'il y ait une rentabilité derrière. Et ils vont donc analyser, et je parlais de chiffres tout à l'heure avec le business plan financier, c'est hyper important que de faire des projections qui sont pas optimistes, débridées, mais quelque Mhm. chose d'un peu peut-être conservateur, voire standard. Alors en France, on a le défaut d'être ultra prudent, souvent les Mhm. femmes aussi. Je souligne ça parce que on nous le dit, on fait toujours trop attention, faut pas, voilà, faut pas être trop ambitieuse, mais il faut être dans le juste milieu. Faut Mhm. pas hésiter à essayer de trouver des decks investisseurs d'entreprises qui ont déjà levé des fonds et de voir Mhm. ce qu'ils ont proposé Mhm. comme taux de croissance et puis seuil de rentabilité à quel moment. Faut rester cohérent. En fait, c'est ce que Mhm. cherchent les investisseurs. C'est une cohérence du tout. Merci. Une dernière question, parce qu'il va falloir que je te laisse. Je sais que Oui. tu es très très occupée. Merci encore d'avoir pris le temps. Ma dernière question est quelle est la plus belle exit que tu puisses faire? Quelles seraient les conditions hein, pour une exit? Où est-ce que tu aimerais aller? Comment tu veux euh, Alors, réussir cet exit à terme? Alors, je pense que la deep tech, elle a cette particularité d'intéresser souvent les grands groupes. Surtout quelque chose comme ce qu'on fabrique nous, qui touche le marché du luxe, le marché de l'art, qui sont des marchés plutôt riches. Ce serait pas complètement illusoire que de se dire qu'on serait racheté à un moment par un grand groupe. Notre meilleur scénario d'exit, alors cale-toi bien dans ton fauteuil, Sarah, c'est de faire un multiple 28. Donc ça, c'est le scénario optimiste, mais Mhm.
Voilà, moi je pense qu'entre un multiple 10 et un multiple 28, voilà, il y a quand même plusieurs niveaux, mais en tout cas, dépasser le multiple 10 en vendant l'entreprise dans 5 ans à peu près, 4 à 5 ans, à une grosse entreprise, un grand groupe, qui aura aussi justement on va dire, toute la puissance financière de Mhm, faire de ce que nous avons, de ce que nous faisons nous actuellement, quelque chose d'un standard universel. Parce que c'est le but à jouer, hein. Nous, on est très ambitieux chez ExxonMobil. ok. Et là, la campagne de levée de fonds, quand est-ce qu'elle va se terminer officiellement? Alors, elle a démarré peu ou prou au mois de mai-juin de cette Mhm, année. mhm, Donc, on peut espérer avoir un closing aux alentours d'avril, en étant, voilà, on ne se mhm, met pas une pression démesurée parce qu'on sait aussi qu'il y a un contexte un peu fragilisant en France, en tout cas, avec tout ce qui se mhm, passe au niveau gouvernemental, qui a aussi des problématiques avec d'autres pays aujourd'hui, sans rentrer dans le détail, mhm, des tarifs douaniers, des choses qui mhm, peuvent influencer aussi la frilosité mhm, de certains investisseurs qui voient un produit à visée internationale et sur le marché du luxe, avec mhm, aussi l'impact que ça a justement les tarifs douaniers sur certains marchés comme le marché du vin, des grands crus, on sait qu'ils sont quand même visés. Donc voilà, on se donne un peu de temps, même si je pense que les investisseurs anglo-saxons, ils n'ont pas cette préoccupation particulièrement, c'est pas ce que j'ai noté. C'est surtout au d'accord. niveau des investisseurs français. Bon, bah, comme d'habitude, sans être mauvaise langue. Il y a toujours une bonne Je ne raison. dis rien. Quand c'est pas la Coupe du Monde de football, la Coupe du Monde de rugby, les vacances scolaires, etc. Enfin bon. Anyway, je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait un investisseur qui m'a dit, bon, bah, là, je suis en plein shopping de Noël, donc on se rappelle au mois de janvier. Bon, bah, très bien. C'est un autre mindset. C'est un autre mindset. Je pense que les anglo-saxons. Alors, je mets anglo-saxons Mm, volontairement parce que c'est pas que américains du Nord, c'est aussi les Anglais, ça peut être aussi les Allemands parce qu'ils sont aussi un peu plus ou les Scandinaves dans ce mm, mindset-là. C'est juste que nous, voilà, je pense qu'on correspond peut-être dans notre manière de travailler, dans notre vision, mm. plus à un schéma qui est en rapport avec ces investisseurs-là. Mais on est complètement agnostique, on aime beaucoup les Français aussi, on est Français. Donc on aimerait avoir des fonds de chez nous, quand même qu'il y ait une bonne mesure, qu'il y ait au moins 50-50. Donc, l'appel est lancé. Merci Stéréden pour ton intervention. Merci Merci Imad Sarah. d'être avec nous aussi et de nous avoir soutenus dans ce petit moment de contraintes logistiques. Donc, pour les personnes qui auront regardé ce webinaire, n'hésitez pas, l'investissement en général s'adresse à des investisseurs professionnels. Donc, juste pour être clair, il ne s'agit pas d'un appel public à l'investissement, on est bien d'accord. On ne Tout à fait fait. que raconter les étapes de Stereden dans le cadre de sa levée de fonds, hein, et des opportunités pour des investisseurs professionnels. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser aussi en commentaire sous LinkedIn. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire, probablement avec un VC pour le mois de janvier. Et on parlera aussi de sa thèse d'investissement et de la façon dont il se trouve des startups. Voilà, je vous l'annoncerai en temps voulu sur LinkedIn. Merci à tous. Merci Stéréden, merci Imad. Et je vous dis à très vite. Merci Sarah. À bientôt.